Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer et vous partager toutes mes techniques pour améliorer vos campagnes shopping sur Google Ads. Donc c'est des techniques qui sont assez simples, que je vois assez rarement sur les comptes que j'audite, et j'en ai audité des centaines. Et pourtant, c'est des techniques qui peuvent vous faire gagner 2 à 3 points de ROAS très rapidement en quelques semaines. Donc je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On va voir ensemble le type de campagne qu'il faut choisir. Est-ce qu'on va partir plutôt sur du Performance Max avec un flux uniquement Shopping Merchant Center ou alors du shopping classique? Comment on optimise le flux Merchant Center pour aller chercher de meilleures performances? La structure en shopping que je vais vous recommander, comment on analyse les données, les décisions qu'on va prendre et les optimisations qu'on va faire sur les différentes campagnes shopping. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire et comment le faire, pour surtout que ça ait de l'impact. Donc déjà, première question, performance max avec un flux produit unique ou alors shopping classique. Déjà, reprenons un petit peu la différence entre les deux. Historiquement, il y a quelques années, pour ceux qui faisaient déjà du Google Ads, vous savez qu'on avait le shopping classique, où on diffuse uniquement sur l'inventaire shopping Google. Et de l'autre côté, on avait les campagnes shopping optimisées qui nous permettaient de diffuser sur les autres inventaires de Google avec un flux produit. Donc on pouvait aussi diffuser sur toute la partie YouTube, Discover, Gmail parfois. Donc c'est là où c'était intéressant, ces campagnes qui étaient un peu plus optimisées et qui diffusaient sur d'autres canaux. Mais c'était un petit peu le début de Performance Max avec la partie shopping. Donc une fois que Performance Max est sorti, ce type de campagne-là a disparu pour laisser place au Performance Max. Sur Performance Max, comme vous connaissez peut-être, l'idée c'est de diffuser sur tous les canaux de Google. Donc on va diffuser sur le search, on va diffuser sur l'inventaire shopping, on va diffuser sur Gmail, Discover, YouTube, le display et ainsi de suite. Mais ce que nous force à faire Google dans un premier temps, c'est créer des groupes de composants. Donc, c'est-à-dire créer des annonces aussi bien pour le search, des annonces textuelles, ajouter des images, ajouter des vidéos et ajouter, si on veut, un flux Merchant Center. Donc ça nous fait diffuser de partout. On n'a pas vraiment de contrôle si on diffuse en shopping ou pas. Donc l'idée sur Performance Max avec un flux produit unique, pour vous expliquer comment ça marche, c'est de ne pas créer de groupe de composants ou alors de le mettre en pause assez rapidement, uniquement pour faire tourner un flux produit unique qui va diffuser sur tous les canaux de Google. Donc c'est un petit peu ces campagnes qu'on avait un peu plus optimisées sur la partie shopping avant, qu'on peut reproduire avec Performance Max. Alors maintenant que vous savez un petit peu la différence avec le shopping classique, la question c'est de savoir est-ce que c'est mieux de lancer ces produits sur du Performance Max avec un flux produit unique, ou alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux se lancer directement sur le shopping classique pour apparaître sur l'inventaire? Donc je vais revenir sur les avantages et les inconvénients de chacun. Vous avez compris, je pense que le gros avantage de Performance Max, c'est de pouvoir scaler plus fort, aller sur plus de placements différents et donc potentiellement d'aller chercher plus de clients là où ils sont, mieux répartir son budget et d'aller chercher plus de performance, plus de ROS. Donc ça, sur le papier, c'est assez vrai, mais le gros inconvénient de ça, selon moi, et je l'ai beaucoup testé sur beaucoup de comptes shopping, c'est que si on est sur des comptes qui ne sont pas assez matures, on n'a pas des dizaines, voire des centaines d'euros, de milliers d'euros qui ont été investis sur le compte, qui permettent d'avoir de l'historique de données, qui permet vraiment à l'algorithme de Google de comprendre où est-ce que se trouvent vos clients sur quel produit, c'est difficile d'aller chercher de la performance de prime abord et plus que sur la partie shopping classique. Donc pour moi, la majorité du temps, 80% du temps, je recommande plutôt de partir sur des campagnes shopping classiques parce qu'on a plus de contrôle sur où est-ce qu'on va avoir la diffusion et on peut aller chercher plus de performance plus rapidement plutôt que de diviser son budget un petit peu de partout sur Performance Max et finalement avoir du mal à analyser, avoir du mal à optimiser et avoir plus de temps avant d'aller chercher de meilleures rentabilités. Donc moi, c'est ce que je recommanderais de faire. Après, ce que je fais souvent sur mes comptes, c'est qu'au bout d'un moment, j'AB teste et si Performance Max fonctionne bien, je commence à faire une transition petit à petit de mes campagnes shopping classiques vers des Performance Max avec un flux produit unique. Donc pour commencer, moi, ce que je recommande vraiment, c'est le shopping classique pour les raisons que j'ai évoquées, tout simplement parce que j'ai de meilleures performances au départ. Donc maintenant, avant de se lancer dans des campagnes shopping, il y a un point que beaucoup de marchands oublient lorsqu'ils se lancent sur Google Ads, c'est de bien optimiser son flux Merchant Center. Il y a beaucoup d'e-commerçants que je vois quand j'audite des comptes Merchant Center qui en fait, ont des flux qui sont automatiques, donc avec des outils qui vont scanner les pages, remonter les titres,
créer des descriptions, reprendre les images et envoyer tout ça dans Google Merchant Center. Pour rappel, après, Google Merchant Center, c'est ce qui nous permet de créer notre flux produit qu'on va utiliser sur Google Ads pour faire la publicité. Donc si on a un flux Merchant Center qui n'est pas bon, on ne peut pas espérer avoir de bonnes performances derrière si on ne donne pas les bons éléments de prime abord. Donc pour avoir un bon Merchant Center, ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir un bon titre. Ça peut paraître tout bête, mais il y a plein de personnes que j'ai pu accompagner, d'e-commerçants que j'ai pu suivre, qui avaient des titres où en fait le produit qui est ici, il n'a rien à voir avec le titre qui est là. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des problèmes dans les flux, tout simplement. Et d'autres fois, en fait, ici, on va avoir des références incompréhensibles qu'ils ont sur leur page produit, qu'ils utilisent eux pour faire le suivi de leur catalogue. Mais l'utilisateur, quand il arrive, il voit une référence où il ne comprend rien du tout, avec plein de chiffres, des numéros, des titres qui ne veulent rien dire. Il se dit, mais de quoi ça parle? C'est pas ce que je recherche. Je vais plutôt passer au suivant où c'est plus clair et ça répond bien à ma requête. Parce qu'avant, sur le shopping, contrairement à Performance Max ici, sur le shopping là, la personne, elle est sur Google, elle fait une recherche. Ici, sur Performance Max, elle peut être sur son Gmail ou sur Discover, elle n'a pas forcément fait de recherche. Donc ici, quand elle fait une recherche, elle s'attend à voir en titre le résultat de sa recherche. Donc c'est important de bien travailler ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous vous en doutez, ça va être tout ce qui est la partie image. Il y a plein de gens qui me sortent des images dégueulasses où on ne voit même pas le produit, sous prétexte que c'est des images un peu lifestyle, on ne sait pas trop ce qu'il y a, il faut plisser les yeux pour voir ce que c'est. Et en fait, on ne comprend pas. Il faut rappelez-vous que la personne qui fait la recherche, elle va voir, là par exemple, si elle cherche des Nike Dunk à acheter, elle va en voir 4, 6, 8, 10 côte à côte. Si votre image, elle comprend rien, elle la trouve pas belle, votre titre ne va pas, elle va pas faire l'effort, hein. Elle va tout de suite passer à la suivante et cliquer sur ce qui va l'intéresser. Donc ça, c'est un détail qui est quand même important de bien travailler ces images. D'autres choses aussi que je vais vous présenter ici, c'est tout ce qui va être la description. Donc on ne voit pas forcément la description à chaque fois dans les images produits, ici, dans les annonces. Mais la description, elle va être super importante et souvent, elle est vachement laissée de côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit de prime abord, comme je disais. Pourtant, c'est ce que Google va scanner en plus de votre page produit pour référencer votre annonce en fonction des requêtes qu'il va y avoir sur le moteur de recherche. Mieux votre description elle sera faite, mieux votre annonce elle sera référencée sur vos campagnes payantes. Pourquoi? Parce que contrairement au search, c'est pas vous qui définissez les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. C'est Google qui va dire OK, je comprends exactement ce que c'est ce produit, je comprends les spécificités, je vais pouvoir le positionner sur des requêtes longue traîne pour le positionner sous les requêtes de personnes qui vont chercher spécifiquement ce produit. Et c'est là où vous allez chercher des ventes hyper rentables. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi les descriptions de produits, surtout sur vos best-sellers concrètement. Donc il y a d'autres choses à ajouter qu'on ne voit pas forcément ici. Il y a tout ce qui va être le GTIN. Le GTIN, c'est un code, un ID que Google Merchant Center demande pour pouvoir mieux référencer vos produits. Donc ça, c'est important de le faire et de bien ajouter votre code GTIN. Et derrière, d'autres choses qui vont faire la différence, c'est que là, si on regarde ici, par exemple, quand j'ai tapé acheter des chaussures Nike, on voit que déjà, il y a des annonces qui tapent plus à l'œil que l'autre. On voit, il y a des titres verts là qui sont mis en avant, ils sont en gras. Il y en a d'autres ici derrière qui sont barrés. Ici, on voit bien la requête de la chaussure qui est recherchée. Là, c'est moins ce qu'on recherche ici. On voit ici les étoiles et promotion, puis on voit la basket qui est bien mise en avant, mais pour le coup là sur toutes les annonces c'est plutôt bien fait les images. Donc en fait ici ce qui se passe c'est que dans le Merchant Center vous avez la possibilité d'ajouter vos frais de livraison s'il y en a ou si c'est une livraison qui est gratuite. Donc ça ici tout le monde l'a fait, c'est important. On peut ajouter un flux d'avis. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire aussi. C'est hyper intéressant parce que direct, ça fait ressortir votre annonce. Et on peut ajouter aussi des promotions dans le Merchant Center qui permettent d'avoir ce petit encart-là et d'avoir le prix barré avec le prix en vert. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tout de suite, ça attire l'œil et ça permet de générer plus de clics et plus de ventes. Donc déjà, ça, c'est les grands principes
pour avoir un flux Merchant Center qui est bien optimisé. Après, vous avez d'autres optis dans le Merchant Center. Vous pouvez créer des labels pour bien catégoriser vos produits. Et ça sera utile après quand on va voir les structures sur toute la partie shopping. Donc justement, sur cette partie shopping, je vais zoomer un petit peu parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de la performance de vos campagnes sur toute la partie shopping. C'est ça qui va faire que vous allez avoir de la perf ou pas, concrètement. Donc on va voir aussi après dans l'analyse de données ce qu'on va faire pour aller chercher plus de perf. Mais déjà, si vous partez avec des mauvaises structures, vous aurez une grosse épine dans le pied pour aller chercher de la perf. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, ce que je vois moi sur les comptes, c'est des personnes, elles arrivent, elles créent une campagne shopping, elles mettent tout le flux produit et hop, on balance et on voit ce que ça donne concrètement. C'est un petit peu ça. Il y a d'autres personnes qui se cassent un peu plus la tête, qui font 2 ou 3 campagnes en fonction de catégories de produits, par exemple, ce qui est déjà un peu plus intéressant. Mais je vois assez rarement finalement des stratégies de structure de campagne shopping ads qui sont pertinentes. Donc là, ce que je vais vous recommander, moi, c'est de travailler différentes campagnes en fonction de différents types d'objectifs de campagne. On va avoir une campagne où l'objectif, ça va être la maximisation du profit. On va revenir dessus. Une campagne où on va avoir des objectifs d'acquisition de nouveaux clients et de volume. Parce que je fais une petite parenthèse, mais souvent, les personnes que j'accompagne ou même les personnes qui me posent des questions sur la partie e-commerce, elles ont tendance à oublier que le e-commerce, c'est un jeu long terme, hein. C'est pas je fais l'acquisition d'un client. Bon, après, s'il rachète jamais, c'est pas mon problème, il a déjà acheté une fois. Bah, si vous faites ça et que votre concurrent, il se dit: «OK, moi, je vais travailler ma satisfaction client, je vais faire de l'upsell, du cross-sell, augmenter sa durée de vie, le faire réacheter, augmenter sa fréquence de réachat». Mais en fait, lui, sur ses campagnes d'acquisition, il pourra aller chercher des retours sur investissement qui vont être beaucoup plus faibles de prime abord et des coûts d'acquisition client qui vont être beaucoup plus élevés. Il va vous prendre tout votre marché. Pourquoi? Parce que derrière, dans le temps, il gagne plus d'argent que vous. Donc, c'est pour ça que ces campagnes-là, elles ont leur importance et c'est important après de retravailler la reconversion des clients. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est important de bien le rappeler. Donc voilà, des campagnes d'acquisition de volume et des campagnes plutôt autour de la rentabilité. Donc on va voir un peu les différents types de campagnes, dans quel cadre on les utilise et pourquoi il faudrait structurer son compte comme ça. Alors, si vous avez un peu de données sur votre compte, vous saurez quel est le produit, quels seront les produits qui sont un peu plus des produits vache à lait. C'est les produits sur lesquels vous avez des grosses marges, qui se vendent bien, sur lesquels vous pouvez aller chercher des gros ROS sur les comptes. Donc cela, en fait, ce que vous allez vouloir faire, c'est les mettre dans une campagne avec un ROS adapté en fonction de la marge réelle, pardon, où on va pouvoir mettre des ROS qui vont être élevés sur la campagne. Par exemple, on va dire qu'on va prendre un ROS moyen qui va être à 10. Ça, c'est mon ROS cible de ma campagne. Je mets 1 euro, je dis à Google, sur ces produits-là, moi, je veux que tu me sortes en moyenne 10 euros de chiffre d'affaires pour chaque euro que je vais dépenser dans ta plateforme. Ensuite, on va avoir, donc on a dit, objectif d'acquisition, de volume, des produits qui vont être plus recruteurs. Et on va pouvoir aussi faire du déstockage des produits. On va pouvoir faire autre chose là, qui est ici, qui est intrinsèque, qui va être du testing. On va pouvoir mettre un budget et tester des produits. Pourquoi? Parce que ici, ce qu'on va faire, c'est mettre un ROS qui va être inférieur à la moyenne du compte ou juste supérieur. Donc on va dire par exemple, on va mettre 4 de ROS ici. Donc ici, on a 10 de ROS. Hop. Là, on a 4 de ROS ici. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que ça va donner plus de possibilités d'oxygène à Google. Qu'est-ce qui se passe? Ici, si j'ai un piano, ici, modèle 118, qui se vend très bien, il m'apporte 10 de ROS, et que là, j'ai un piano Kawai qui est à 4 de ROS en moyenne réelle sur le compte, si je demande à Google d'aller me chercher 10 de ROS ici, mais en fait, il va pas diffuser, ou alors il va me prendre des clics hyper chers, il va mettre plein de budget, puis d'un coup il va s'arrêter, il va partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à atteindre cet objectif-là, les 10 de ROS, mais qui n'est pas réalisable, c'est pas possible. Moi j'aimerais bien parfois mettre des campagnes et mettre 100 de ROS dessus, mais il y a une réalité du marché qui fait que ça ne fonctionne pas comme ça, et je suis obligé de baisser le ROS pour diffuser et pour aller chercher de la performance. Donc pour moi l'objectif c'est, sur ces produits-là, d'aller chercher le ROS qui va être le plus haut possible que je peux mettre pour vendre, mais en continuant à diffuser et en trouvant le bon point d'inflexion entre le volume
et le retour sur investissement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je vais mettre ce type de produit ici et je vais mettre parfois des ROS qui vont être plus faibles par rapport à ce que je peux aller chercher en réel parce que je vais donner plus d'oxygène à l'algorithme. Donc en gros, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ok, ce produit-là, ce piano kawaii, en moyenne, je suis à 5 de retour sur investissement dessus, sur mes publicités. Je mets 1 euro, il m'en rapporte 5 en moyenne. Mais dans ma campagne, je vais mettre 4 parce que ce que je donne comme signal à l'algorithme, c'est que moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu de marge pour aller chercher plus de volume, enchérir plus, dépenser plus de budget, être plus agressif, recruter du coup plus de nouveaux clients. Et ces personnes-là, peut-être que je sais que moi, par la suite, elles vont acheter un plus gros modèle, elles vont faire des révisions. Je vais pouvoir du coup travailler ce client dans le temps. Donc, c'est ce qu'on peut appeler du coup un produit recruteur. Donc, cette manière-là, on va chercher plus de volume en baissant le ROS. Et ici, on a un dernier type de campagne où on va virer tout ce qui va être les poids morts du type ça va être des stocks qu'on veut éliminer, ça va être des produits en perte de vitesse, des anciennes collections. Donc là, ce qu'on fait en général, c'est que on va mettre un ROS qui va être plus faible. Donc là, je mets 2 de ROS par exemple. Pourquoi? Parce qu'à 2 de ROS, j'atteins mon seuil de rentabilité. Je ne gagne pas d'argent, je ne perds pas d'argent, mais au moins, je vends, je fais de l'acquisition de clients et je vide mes stocks, je me débarrasse des anciennes collections. J'ai plus ça sur les bras. Donc voilà, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la logique de comment ça fonctionne. Donc si je synthétise un petit peu tout ça, donc mettons ma structure d'un côté ici, là j'ai ma structure, et de l'autre côté vous avez votre structure que vous faites habituellement, où là vous avez tous les produits. Donc là vous avez un panier avec tous les produits, et vous ce que vous faites sur votre compte, c'est que vous mettez en moyenne 6 de ROS. Hop, vous mettez 6 de ROS, vous l'atteignez parfois, vous l'atteignez pas. Pourquoi vous allez avoir moins de ROS que moi? Parce que moi, ce que je vais faire, c'est déjà, contrairement à vous, pouvoir mieux diffuser mon budget en fonction de ce que j'ai envie. Je peux mettre par exemple 10% de mon budget global ici. Hop. Je peux mettre 30% ici. Et je peux mettre 60% ici, par exemple. Ce qui fait que, automatiquement, je vais tendre vers plutôt le 10 de ROS que le 2 de ROS. Donc déjà, je vais tirer mon retour sur investissement vers le haut. Deuxième chose, c'est que vous, vu que là, vous avez tous les produits, à l'intérieur, vous allez peut-être avoir des produits qui vont tourner à 10 de ROS. Peut-être que vous allez avoir des produits qui vont tourner à 8 de ROS. Peut-être des produits qui vont tourner à 4 de ROS. Peut-être d'autres qui vont tourner à 1 de ROS. Et vous n'avez pas vraiment de contrôle pour les éliminer, pour les conserver, pour diffuser sur ce que vous voulez. Donc ça, c'est la problématique. Pourquoi? Parce que si je reprends par exemple un produit ici qui a 8 de ROS, il est dans une campagne avec un objectif de 6 de ROS cible. Donc en fait, là, vous êtes en train de dire à votre produit et à Google, sur ce produit qui a 8 de ROS, franchement, moi je te challenge pas, va pas chercher beaucoup plus haut parce que tu fais déjà le travail, quoi, concrètement. Donc, tu es déjà au-dessus de mon ROS cible, ça fonctionne bien, tu n'as pas besoin d'aller plus haut. Par contre, si je prends ce produit qui a 8 de ROS et que je vais aller chercher plus de rentabilité dessus et que ce produit-là, je le mets dans ma campagne qui a 9 ou qui a 10 de ROS, moi, ce que je vais faire, c'est peut-être réduire un petit peu le volume de vente sur ce produit-là ou pas, hein, ça dépend du budget que je vais mettre ici, hein, c'est moi qui vais décider. Mais ce que je vais dire, c'est à Google, c'est moi, je vais aller chercher encore plus de marge sur ce produit-là et aller chercher plus de performance. Donc là, on passe d'un produit où on lui disait 6 de ROS, c'est bon, on va pas chercher plus haut, te fatigue pas, quoi. À une campagne, on lui dit, ok, mon ami, maintenant, là, va falloir aller chercher plus de performance. Là, je veux maintenant, voilà, je veux que tu ailles me chercher plus de volume là-dessus. Et ça, du coup, en recatégorisant bien vos différents produits sur des ROS qui sont soit un peu inférieurs en fonction de l'objectif de votre produit, soit dans la cible, soit au-dessus, automatiquement, vous allez gagner 1 à 2 points de ROS sur votre compte au global. Donc voilà, en gros, on nivelle par le haut. Donc c'est ça qui va être hyper intéressant sur ce type de structuration. En plus, de pouvoir ajuster vos volumes en fonction de la typologie de produits que vous voulez vendre sur votre compte Google. Donc là, de cette manière-là, vous allez chercher plus de performance. Et ça, je peux vous assurer que je le fais absolument sur tous mes comptes e-commerce
et ça me fait automatiquement gagner plusieurs points de ROS très rapidement, hein. Donc c'est juste une manière de mieux répartir son investissement, son budget et ses stratégies d'enchères, de mieux les appliquer en fonction de ce qu'on remonte sur le compte et pas juste de dire bon, on laisse les clés à Google, il fait un petit peu ce qu'il veut et c'est lui qui se fait de l'argent et pas vous, quoi. Donc voilà la structure qu'il faut bien prendre en compte. Maintenant, si on regarde, ici j'ai pris des exemples de comptes où il y a des campagnes justement qui ont tourné avec soit des catégories de produits, soit des produits mélangés. Et on va voir justement dans un cas réel pourquoi c'est un problème. Donc là, par exemple, on a les fameux pianos et là, on a des croquettes ici. Donc on peut voir qu'il y a eu de la dépense sur ces différents produits à chaque fois. Et déjà, il y a quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que on a ici parfois des dépenses qui sont élevées avec des bons ROS. Donc la valeur de conversion divisée par le coût, c'est le retour sur investissement des ads, hein. Valeur de conversion, c'est le chiffre d'affaires et le coût, c'est combien ça a coûté sur la publicité. Donc retour sur investissement des ads. Donc on voit qu'il y en a parfois des bons, parfois on dépense, mais en fait on ne fait pas de vente. Et si on regarde de l'autre côté, ici, voilà, ici sur celui on dépense le plus, on est à 3,89, 4,62, ok, ça paraît cohérent. Puis d'un coup on tombe à 2, puis là on est à 0,76, donc on met 1 euro, on gagne 76 centimes. Donc là on perd de l'argent ici, là, concrètement. Donc on a un peu des valeurs qui sont différentes. Ici on voit qu'on est presque à 10 alors qu'on n'a pas dépensé beaucoup. Donc là, si vous avez bien suivi jusqu'ici, là on peut se dire, ok, en fait on est en plein dans le problème qu'on expliquait là. C'est que Google il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il met le budget là où ça l'arrange. Au global, peut-être que je suis à un objectif de 4 de ROS ici. Hop. Et que là, du coup, en moyenne, voilà, je suis à 4. Donc ici, alors que j'ai des bons ROS, il ne dépense pas beaucoup plus parce que ça ne l'intéresse pas et que ça lui permet d'atteindre sa moyenne qui est à 4. Ici, il dépense parce que pour lui, c'est intéressant, il a de l'espace publicitaire à vendre ici Google, mais vous n'êtes pas rentable, mais il s'en fiche parce que il vous distribue, il vous fait payer quand même l'espace publicitaire. Et de toute façon, on a d'autres produits qui compensent. Ici, on est sur une bonne moyenne, donc voilà, on ne va pas beaucoup plus se challenger. Et au global, on est à 4. Vous vous dites que vous faites une plutôt bonne performance, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que potentiellement, vous pourrez être à 6 juste avec une meilleure structuration. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. On va regarder, dès qu'on a un peu de volume de clics et un peu de volume de données, est-ce que ces produits-là, on ne peut pas, par exemple, celui-là, le mettre dans une campagne où on va être sur les 10 de ROS et lui accorder un peu plus de volume, voir si ça peut mieux fonctionner. Celui-là qui ne fonctionne pas bien, soit on le kill, soit on va... Hop là, pardon. Soit on va plutôt le mettre dans... Alors il est là. Soit dans une campagne qui va être inférieure un peu au seuil de rentabilité pour le déstocker. On parlait de celui-là. Bon, désolé, c'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait là, mais vous avez compris l'idée. Et ainsi de suite, je vais faire ça avec tous les produits. Et ceux qui fonctionnent bien et qui sont dans la bonne tranche des ROI cibles, par exemple, si je suis à 89 là et que moi, sur la campagne, je demande 4, c'est bon, on le challenge bien, on est sur les bons niveaux. Par contre, si celui-là, je suis à 4,62, je vais commencer à regarder, me dire... ok, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le mettre dans une campagne peut-être à 6 après, voire à B-tester, si je peux pas aller chercher plus de performance sans trop dégrader les volumes, parce que je lui en demande plus, je le challenge, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on va petit à petit, avec la donnée, l'analyse de données qu'on va faire, structurer le compte. Et ça marche pareil pour chaque compte, hein, c'est la même idée. Donc voilà un peu plus l'exemple. Donc derrière, comment ça va fonctionner une fois qu'on a un peu plus de données sur le compte? Parce que là, vous allez me dire, ok, donc la structure, ça va être important, je comprends. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres optimisations qu'on peut faire? Donc on a vu le flux Merchant Center, comment bien optimiser ses produits pour qu'ils soient bien référencés. On a vu comment bien structurer sa campagne pour aller chercher le maximum de performance sur ses produits. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avec la donnée? Si, vous allez faire deux choses quand vous allez investir sur Google Ads, c'est payer pour du trafic et potentiellement générer des conversions avec, mais vous allez aussi payer pour de la donnée. Chaque euro que vous mettez, ça vous apporte des apprentissages, et ces apprentissages, ils peuvent être sur quand est-ce que sont les heures de la journée qui sont les plus performantes pour vous, les jours de la semaine, la géographie, la démographie, le type d'appareil, les audiences. Il peut y avoir plein d'analyses à faire de ce côté-là. Et en fait, à vous de regarder justement pour vous dire, ok, moi en fait, je vois que mon budget,
Bah, je le dépense, entre, 0 et 9 heures ici, tous les jours de la semaine. J'ai dépensé, 70 de mon budget, ici. Ici, j'ai que 30 de mon budget, alors que moi, là où je réalise 80 de mes conversions, c'est entre, 18 heures et 21 heures. Donc ce qu'il faudra faire, c'est, réattribuer plus de budget sur ces heures de la journée et faire ce qu'on appelle saturer, donc c'est-à-dire, aller chercher le maximum de parts d'impression, de parts de marché sur les moments où ça convertit le plus pour vous, avant de, redistribuer votre budget ailleurs, quoi. Et donc ça marche un petit peu sur toutes les variables, qu'on peut suivre. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et importantes à faire, quand, vous dépensez pas, 100 000 € par mois, de budget en e-commerce sur, Google Ads, sur vos campagnes shopping. C'est des optimisations que vous pouvez très très clairement réaliser sur votre compte. Et derrière, il y a une autre chose à faire qui est très rarement faite, sur les comptes, que j'analyse et que j'observe, c'est que votre campagne, que ce soit Performance Max ou que ce soit Shopping, elle diffuse sur des termes de recherche. Voilà, des catégories de recherche dans le cadre de Performance Max, mais ça vous donne, des idées, des mots-clés sur lesquels vous intervenez, ceux qui vous génèrent des conversions ou pas. Et en fonction de ça, vous, ce que vous devez faire, c'est créer une liste d'exclusion de mots-clés dans votre compte Google Ads, ajouter tous les mots-clés qui sont soit pas pertinents, soit pas performants sur un grand volume de clics, et les appliquer à votre campagne shopping pour dire à Google, tous les mots-clés sur lesquels tu m'affiches là au fur et à mesure. Donc, je sais pas, par exemple, ici, là, on est sur croquettes. Je sais pas, on va dire n'importe quoi. Si je regarde dans mes termes de recherche, parfois j'interviens sur des gens qui cherchent de la pâtée. Mais en fait, c'est des mots-clés qui me coûtent super cher et qui convertissent jamais parce que les gens ils recherchent pas des croquettes, ils cherchent de la pâtée. Et Google n'a pas exactement bien compris, surtout dans les débuts. Ça, faut vite les exclure pour éviter d'envoyer une partie de son budget inutilement sur des choses qui convertissent pas. Donc voilà ce que vous devez faire au fur et à mesure. Et après, le gros avantage du shopping de cette manière-là, c'est que vous avez juste après à bien analyser vers où vous devez renvoyer vos produits, optimiser vos pages produits, mais avec la bonne structure et ces analyses de données-là, vous allez tout de suite bien optimiser votre compte et vous n'aurez pas énormément de travail manuel à faire au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à mieux comprendre comment structurer vos campagnes shopping sur Google Ads si vous faites de l'e-commerce et surtout d'aller chercher plus de ROS assez rapidement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez que je le fasse pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la description sur mon calendrier et on pourra discuter ensemble de ce qu'on peut faire pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.